Willkommen, bienvenue, welcome pour une nouvelle vidéo. Chin chin. Je bois une petite bière de Chimay, qui est une bière trappiste. Il n'y en a plus beaucoup et elle est, ma foi, délicieuse. C'est mon grand-père qui me l'a achetée pour Noël et je suis très content de la boire enfin. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez commune, ma foi. Un point lecture. Le point lecture, non, pas du tout. Une pile à lire, la pile à lire du mois de février. Et j'ai sélectionné 15 livres, ce qui peut paraître beaucoup, mais j'ai décidé de participer au challenge Petit mois, petite lecture, qui nous incite à lire des livres de moins de 200 pages sur la période du mois de février, car c'est un mois court, on lit des livres courts. Et évidemment, ça me ravit, car j'adore lire des romans courts, et ici plus particulièrement de moins de 200 pages, mais je crois que je l'ai déjà dit. C'est Audrey de la chaîne Le Souffle des mots, que je vous mets juste là, qui lance l'initiative de ce challenge tous les ans depuis, je crois, presque une dizaine d'années maintenant. Et je suis très content de pouvoir y participer. J'ai mis quelques livres qui font plus de 200 pages. C'est une pile à lire, donc elle est forcément faite pour ne pas être respectée. Évidemment, elle est forcément faite pour changer, varier, être modifiée. On le sait. Quoique, j'ai regardé ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Je crois que j'avais prévu 14 livres et que j'en ai lu 8 ou 9. Donc en vrai ça va, j'ai lu plus de la moitié de cette pile à lire. Ah oui aussi, je filme en rentrant du travail, donc il fait aussi clair que dans le cul d'une vache. C'est pour ça que j'ai dû mettre la ring light, qu'il fait sombre, qu'on est dans le noir, enfin voilà. Au moins, c'est dit. Même si je déteste filmer en lumière artificielle, j'avais pas trop le choix aujourd'hui. Et si je veux filmer en dehors du week-end, là je filme en plein milieu de semaine, c'est obligatoire. En tout premier, un livre qui ne fait évidemment pas 200 pages, car dès le début je triche, c'est Harlem Shuffle de Colson Whitehead, publié chez Albin Michel au mois de janvier et qui m'a été envoyé en service de presse et dont j'ai pas pris le temps de lire encore. C'est un roman qui, comme vous en doutez, se passe à Harlem dans les années 60, où un jeune père de famille, fils du chef de la pègre locale, se fait embarquer dans une histoire de cambriolage. J'ai l'impression qu'on va être avec un peu des pieds nickelés qui vont essayer de cambrioler... c'est quoi qu'ils veulent cambrioler déjà ? Le célèbre hôtel Teresa, surnommé le Waldorf de Harlem, donc un hôtel célèbre de Harlem. Au vu des précédents romans de Colson Whitehead que je n'ai pas lus, genre Nickel Boy et Railway Underground, quelque chose comme ça, il va être question de ségrégation, de droits sociaux, droits civiques, tout ça, ce sont des thèmes qui sont chers à l'auteur. Ah bah voilà, Underground Railroad et Nickel Boys. Il est vraiment pas mal l'auteur là. A mí me gusta baila. Donc comme c'est un service de presse, que j'aime bien d'habitude les lire dans le mois de la réception, au mois de janvier j'ai pas eu le temps, je vais essayer de le lire très rapidement. Ensuite, dans les lectures obligatoires, entre guillemets, en tout cas dans les lectures que je souhaite faire et que je ferai, Le Joueur de Fedor Dostoïevski, que j'ai ici chez Babel dans la traduction de André Markovits, qui est un peu, je crois, la référence en termes de traduction d'auteurs russes, que ce soit Dosto ou Tolstoï. Cette lecture sera faite dans le cadre du cabinet de lecture, c'est la lecture du mois de février, donc si vous voulez nous rejoindre sur le Discord, je vous le mettrai évidemment en barre d'informations, vous pouvez nous rejoindre et nous en parler à n'importe quel moment durant le mois de février. Il y a un salon qui est carrément dédié à cette lecture. On est déjà plusieurs dedans à être motivés à le lire, certaines personnes ont déjà dit que ça avait été très bien, que c'était même assez addictif. Je suis plutôt content du coup d'avoir choisi ce Dostoïevski qui est un des plus courts, il fait 228 pages donc il pourrait presque rentrer dans le challenge. Dicté en 27 jours à une sténographe, publié en 1866, la même année que Crime et Châtiment, ce roman tourmenté qui reprend l'héritage du romantisme russe, ouvre sur les achèvements majeurs de Dostoïevski et offre un accès saisissant à l'univers du grand écrivain. De ce qu'on nous en a dit dans le Discord, notamment Julien, Juju, si tu passes par là je te fais un gros coucou et un gros bisou surtout, merci. C'est un roman qui est quand même assez autobiographique. Fedor Dostoïevski était un joueur qui perdait beaucoup d'argent en alcool, je crois, et en jeux à parier, en casino. Et là, on va suivre Alexis, qui est consumé par ses deux passions, le jeu et l'amour d'une femme. Je suis très novice en littérature russe, donc c'est un bon moyen pour moi de me plonger dedans, car cet été, n'oubliez pas, au mois de juin, on lira Anna Karénine tous ensemble. Et là, niveau épaisseur, on est quand même sur un autre level. Ensuite, ça va être une petite flopée de plein de petits romans que j'ai sélectionnés et que j'ai très envie de lire. Je ne vous ai même pas regardé en disant ça, c'est mal poli. En premier, j'aimerais bien relire La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules de Philippe Delerme, qui, à mon souvenir, était très bon, mais en fait, je crois que je mélange avec Les eaux troubles du Morito et peut-être autres plaisirs minuscules aussi, je sais plus si le sous-titre est le même. Et c'est vraiment des petits plaisirs, un banana split, le Tour de France. Typiquement, c'est des petits textes de 1 à 2 pages, mais genre je sais que si je vais lire le Tour de France, je vais avoir des sentiments, car le Tour de France c'est un peu une institution dans ma famille. Tous les étés, dans notre résidence secondaire à la campagne,
on regardait le Tour de France. De temps en temps, on avait même la chance de voir le Tour de France passer. Je l'ai vu 2 ou 3 fois quand j'étais jeune, passer dans mon village ou le village d'à côté. La caravane du Tour de France qui nous balance des petits saucissons Justin Bridou, du sirop Tesser, des petites madeleines, les vélos qui passent si vite qu'on n'a même pas le temps de les voir. En fait, vraiment, si un jour vous avez l'occasion de voir le Tour de France, regardez-le à la télé, on voit beaucoup mieux qu'en vrai. L'odeur des pommes, prendre une photo, le paquet de gâteaux du dimanche matin. C'est vraiment des petits textes qui, moi, je sais, vont me réconforter, vont me faire du bien. Et j'adore lire ça avec un petit café, un petit verre de vin, une petite coupe de champagne, un sirop de grenadine, que sais-je encore, mais une petite boisson posée dans mon fauteuil. Ça va être parfait. Ensuite, une autrice qui m'avait chamboulé à la lecture de son recueil de poèmes chez l'Iconopop qui s'appelait Brûler, 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 qui avait même été une de mes meilleures lectures de 2021. Je vais lire Lisette Lombé avec son Vénus Poetica, qui est un court roman de 60 pages. Alors, on nous parle de romans courts, de nouvelles. En même temps, j'ai l'impression que on est presque dans du vers parfois, ou une prose très versifiée, enfin, vous voyez, c'est vraiment le genre de bouquin qui est à mi-chemin entre les formes, qui à mon avis va être très fort, parce que l'autrice est elle-même très engagée sur le droit des femmes, tout ce qui touche à la sexualité ou à l'identité de genre. On la présente comme une artiste queer, afroféministe, belgo-congolaise, née en 78. Elle est évidemment intersectionnelle, elle a des idées intersectionnelles, et c'est génial car j'adore l'intersectionnalité. Et elle est belge. Et je l'aime beaucoup. Je vous invite à regarder, si vous aimez bien le slam, la poésie, la lecture à voix haute, des vidéos de Lisette Lombé sur YouTube où elle raconte, où elle déclame ses slams, où elle déclame ses slams tout simplement, elle lit ses textes et c'est magnifique. Ensuite, je vous en avais rapidement parlé, Charlotte Bourlard, L'apparence du vivant, chez, je ne sais pas c'est quoi la maison d'édition, Inculte, romaninculte.fr. C'était un coup de cœur de la rentrée littéraire d'hiver du Furet du Nord l'année dernière, enfin en tout cas de Sophie au Furet du Nord. Elle adore. J'adore. On va suivre la vie d'une jeune photographe qui est embauchée pour vivre au chevet d'un vieux couple vieillissant. Sauf que ce vieux couple était propriétaire d'un funérarium, donc ils étaient embaumeurs, je sais pas c'est quoi le terme. Funérariste, non, embaumeur je pense. Et c'est une vieille maison dans un vieux quartier de Liège, qui plus est, remplie de taxidermie, car c'est le péché mignon de Madame Martin. Elle adore tout ce qui est animaux naturalisés, empaillés. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir une ambiance assez macabre, assez froide, assez noire. C'est typiquement le genre de truc qui fonctionne bien avec moi si c'est court, et là le roman fait 130 pages, donc c'est parfait. En ce sens, je pense évidemment à La vraie vie d'Adeline Dieudonné, qui nous parle également d'une maison remplie d'animaux empaillés, sur un format court, avec une tension grandissante, avec une peur qui s'installe, voilà, un froid dans le dos constant. Je pense qu'on va également se tourner là-dessus. La couverture est très dérangeante avec ce visage humain empaillé, avec des cornes de bouc. Ça me plaît. Ensuite, je lirai Avant les hommes de Nina Bouraoui, publié chez Stock. Je ne sais pas comment ça se fait que je n'ai pas encore lu Nina Bouraoui, car on me l'encense très souvent, on me dit que pour ce qui est de l'homosexualité, elle a écrit des très beaux textes, et c'est le cas ici même, car on va suivre Jérémy, qui a une relation apparemment très fusionnelle, très passionnelle avec sa mère. Il vit seul avec elle, il a une quinzaine d'années, c'est l'été, ils habitent en banlieue, il se fait chier à côté de chez eux. Lui, il habite en pavillon, à côté de chez eux, c'est la cité. Et voilà, c'est vraiment l'été ennuyant avec sa mère qui, en plus, est hôtesse de l'air, donc qui part plusieurs jours d'affilée. Lui se retrouve seul dans l'appartement, alors qu'il a très souvent, très longtemps dormi avec sa mère dans le même lit. Jérémy va commencer à consommer de la drogue et à rencontrer un dealer qui va installer peut-être un questionnement sur la sexualité de Jérémy. Donc c'est très court, ça fait 80 pages. J'ai très envie de le lire et de découvrir Nina Bouraoui. Je vois le titre, je rigole encore, La chatte de Colette, qui nous raconte l'histoire d'un triangle amoureux entre un couple et un chat, Alain, Camille et Saha. Il voit en Saha la chimère sublime qui domine sa vie, mais la chatte devient pour Camille la rivale détestée contre laquelle aucun procédé n'est trop brutal. Ça me fait peur parce que j'ai peur qu'il y ait de la violence animale, et moi j'aime pas trop quand on fait du mal au chat, mais c'est vraiment pas le... Qu'est-ce qu'il a fait tomber ? Je disais donc avant que Prosper ne renverse ma gourde, c'est vraiment pas le texte le plus connu de Colette. La preuve, j'en avais jamais entendu parler avant de voir cette édition. Et pour autant, j'ai très envie de le lire, et la petite chatte sur cette couverture est magnifique. C'était publié chez France Loisirs, je ne sais pas si c'est toujours édité. Bonne question, peut-être dans une autre édition ou dans une intégrale de Colette. En tout cas, je sais que ça se lit très vite ces textes-là, parce que même si ça fait 200 pages,
C'est écrit en police d'écriture 72 à peu près, c'est écrit très gros. J'ai envie de découvrir Poste restante de Boilem sans salle, Poste restante Alger de Boilem sans salle, car déjà de 1, j'aime beaucoup la couverture, c'est cette façade algéroise. Je crois qu'on dit algérois quand c'est d'Alger et algérien quand c'est d'Algérie. Donc cette façade d'immeuble algéroise. Lettre de colère et d'espoir à mes compatriotes. Je crois que c'est un texte qui est destiné aux Algériens pour raconter, pour déclarer son amour à la ville d'Alger, son amour peut-être à l'Algérie plus précisément, plus largement. J'ai moi-même beaucoup d'amis algériens, très peu d'Alger d'ailleurs. J'ai beaucoup d'amis oranais ou d'Algériens kabyles, donc plus à l'intérieur des terres. Mais j'ai envie de savoir ce que Boilem sans salle a à nous raconter sur Alger. C'est une lettre de 80 pages, donc ça, pareil, ça va se lire assez rapidement. Suite à ma lecture des Sansonnets de Neruda, j'avais envie de lire d'autres choses, et grâce à Candice qui m'a envoyé un colis rempli de livres, j'ai pu recevoir La solitude lumineuse de Pablo Neruda, qui est un texte qu'il a écrit quand il a été nommé ambassadeur, consul à Colombo, Ceylan, puis à Singapour et Batavia. Enfin, il a été nommé consul à plein d'endroits différents, et je crois que là, plus précisément, c'est à Ceylan, en 1928. Je ne saurais même pas situer Ceylan sur une carte. C'est mou, Ceylan, nous c'est l'eau qui nous sépare. C'est quoi cette chanson? C'est Laurent Voulzy, non? Belle île en mer, Marie galante. Ah, c'est l'ancien nom du Sri Lanka, situé au sud de l'Inde, dans l'océan Indien. Et bah vous voyez, je me coucherai moins con ce soir, car je n'avais aucune idée que le Sri Lanka s'appelait avant Ceylan. Donc je crois que c'est un texte qui a écrit pour raconter son amour du pays de Ceylan, du Sri Lanka. Donc ces deux textes-là sont plus ou moins similaires, d'ailleurs, tant par l'épaisseur que par le format. Hein. On est tous les deux dans des folios classiques. Ah non, ça c'est un folio à 2 €, et ça c'est un folio pas à 2 €, donc il coûte plus cher. Un texte que je dois lire depuis très longtemps, que je croyais avoir lu, mais qu'en fait non, je ne l'ai pas lu. J'étais persuadé d'avoir lu ce bouquin, et c'est pas vrai. Donc Ça raconte Sarah de Pauline de la Broye-à-l'Art. Je pense que j'ai confondu car j'ai lu le recueil de poésie de Pauline de la Broye-à-l'Art, publié chez l'Iconopop. Ça raconte Sarah, c'est une histoire d'amour entre deux femmes. Ça raconte Sarah la fougue, Sarah la passion, Sarah le souffre. Ça raconte le moment précis où l'allumette craque, le moment précis où le bout de bois devient feu, où l'étincelle illumine la nuit, où du néant jaillit la brûlure. Je crois qu'on m'a dit que c'était quand même un texte qui était très triste, parce que... Enfin, très triste, très fort, passionnel, peut-être un peu trop, car je me rappelle la librairie dans laquelle j'ai acheté Les Heures Bleues de Anne-Fleur Multon. En tout cas, le roman a déjà été cité plusieurs fois sur ma chaîne. C'était une libraire lesbienne qui était là d'ailleurs, et donc c'était un roman lesbien, une romance saphique, Les Heures Bleues. Et je lui avais dit, j'ai déjà Ça raconte Sarah, donc je sais pas si je vais l'acheter parce que voilà, c'est deux textes qui m'ont l'air assez similaires. Et elle m'a dit non, ça n'a rien à voir. Là où Les Heures Bleues sont très lumineuses, très gaies, pleines d'amour naissant, d'amour fou, dans Ça raconte Sarah, on est dans quelque chose de totalement différent, beaucoup plus sombre, beaucoup plus cash peut-être. Et elle m'en avait pas dit du bien. Elle, je sais que cette libraire n'avait pas vraiment apprécié. Moi, ce qui me tente, c'est que ça a l'air d'être un peu, vous voyez, des entrées de journal un peu à la façon de Hervé Guibert, car on est dans des très courts passages de 1 page ou un peu moins des fois. Ça me tente vachement, ce genre d'écriture un peu fragmentée, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et j'ai envie de me faire un avis sur ce bouquin, qui plus est chez Minuit Double, qui est une de mes maisons d'édition préférées. Je veux continuer à découvrir Jack London. J'ai mis en pause, j'ai arrêté de lire Cro-Blanc, car je m'ennuyais et que ça ne me plaisait pas du tout, car on était presque exclusivement dans du nature writing, en plus dans la tête d'un loup, et c'est vraiment pas un genre de littérature qui m'intéresse. Donc je pense me recentrer sur les romans de Jack London qui sont un peu plus sociologiques, un peu plus romanesques aussi peut-être, je sais pas. Là, je sais pas, vraiment Cro-Blanc, j'ai eu un souci. Vous me direz, avec ce texte, je suis pas sûr d'avoir autant de profondeur que j'en recherche, car on est sur une nouvelle de 80 pages qui est lue au programme de 5e au collège, donc je pense qu'on est dans quelque chose qui est largement accessible. En tout cas, c'est une histoire de pandémie qui a tué, éradiqué tout le monde sur la Terre. La pandémie s'appelle justement la peste écarlate. Et on va suivre un petit groupe de survivants qui est composé d'un papy et de 4 genoux, 4 enfants, 4 minots. Donc voilà, je veux voir où est-ce que Jack London peut m'emmener en 80 pages. Ce roman a peut-être un peu instigé le ménage de Pâles et toute cette réflexion derrière, car je l'ai acheté au mois de décembre au Furet du Nord. Et quand je l'ai acheté, j'avais très envie de le lire. Et au final, voyez, on est au mois de février, je l'ai toujours pas lu. Et ça a permis que je fasse le tri dans ma pile à lire et que je me dise que maintenant, quand j'achète un bouquin,
je le lise assez rapidement. Il y a d'ailleurs un autre roman dedans que j'ai acheté au mois de janvier et que j'ai toujours pas lu dans la pile à lire. En tout cas là c'est La pièce de Jonas Karlsson qui a l'air d'être une histoire un peu absurde dans, je le mettrai comme ça à la lecture du résumé, la veine de Ionesco, car on est avec un jeune homme qui travaille dans une administration avec un A majuscule et qui se retrouve un jour devant une porte qui lui montre un bureau extrêmement bien rangé, extrêmement nickel, chrome, au millimètre près, tout est ordonné, tout est prévu, tout est bien mis, et il va être totalement absorbé par la vue de ce bureau, donc à tel point qu'il va s'installer une chaise et qu'il va le regarder, qu'il va être hypnotisé. Sauf que, à l'administration, tout le monde passe devant lui et le voit regarder un mur vierge. Donc, est-ce que c'est les autres qui ne voient pas cette pièce? Est-ce que c'est lui seul qui la voit? Où se trouve la réalité? Où se trouve le faux? C'est quelque chose que je vais découvrir à la lecture de ce roman et j'en ai très très hâte. Et là on est encore sur 170 pages, donc c'est assez court et c'est publié chez Babel. Dernier roman de moins de 200 pages, Queer de William Burroughs. Je sais toujours pas prononcer Burroughs, donc au pire je peux dire Burroughs. William Burroughs, traduit par Sylvie Durastanti et Christine Laferrière aux éditions dans la collection Titres de chez Christian Bourgois. On va suivre deux hommes en totale errance au Mexique, totalement drogués, totalement sous substances non autorisées. Durant cette errance, en gros, il y en a un qui va courir après l'autre, l'autre qui va ne pas vouloir de lui, mais qui va être content qu'on lui court après, pour au final partir en quête d'une drogue suprême, la Yage, le Yage, Y-A-G-E, connu pour ses pouvoirs télépathiques, et après ça va être une espèce, j'ai l'impression, de course-poursuite, enfin j'imagine pas du tout un truc à tambour battant, hein, mais c'est ce qu'on nous dit derrière, une expédition à travers l'Amérique du Sud pour retrouver cette drogue. Je n'ai toujours pas lu de William Burroughs, alors que je sais que ça pourrait me plaire, mais également que l'auteur est controversé pour, je crois, des actes qu'il aurait eus au Maroc, qui s'apparenteraient à de la pédophilie, mais je n'ai pas fait de recherche pour le moment. Je me blâme pour ça d'ailleurs de vous parler de cet auteur sans avoir fait mes recherches. Mais promis, quand je vous parlerai de ce livre en point lecture, j'aurai fait mes recherches et je saurai quoi dire sur William Burroughs. Après, dans tous les cas, j'ai vu que le roman était préfacé par 60 pages de dossier sur l'auteur. Donc j'ose espérer que ce ne soit pas totalement subjectif de l'éditeur et qu'il y ait quand même des faits expliqués. En tout cas, les faits qu'on reproche à l'auteur soient un minimum expliqués par l'éditeur. Et en plus, à la fin, je vois qu'il y a une postface qui fait elle aussi une vingtaine de pages. Donc il y a suffisamment d'éléments autour du roman, de paratexte pour me faire une idée, en tout cas je l'espère. Un autre service de presse que j'ai très envie de lire et que pour le coup je vais le lire au mois de février, Nous aurions pu être des princes de Anthony Veasnasso, qui est un recueil de nouvelles sur les populations ayant fui le génocide des Khmers rouges au Cambodge. Je crois que c'est le Cambodge, ça doit être le Cambodge. J'espère que c'est le Cambodge, sinon je vais encore me faire railler. Mais voilà, une population cambodgienne qui a fui le Cambodge à cause du génocide, qui est arrivée en Californie, aux États-Unis, dans la ville de Stockton, et dans laquelle ils se sont plus ou moins installés, ce qui a créé une diaspora cambodgienne dans cette ville de Stockton. Et on va suivre toute cette population, cette diaspora, ce petit regroupement de populations, de personnes en asile, en exil, de personnes réfugiées, qui vont essayer peut-être de recréer leur pays, de recréer leur cercle, je ne sais pas. En tout cas, c'est le seul texte qu'on aura de l'auteur. Anthony Veasnasso est décédé très récemment, en 2020, à l'âge de 28 ans, alors qu'il était en train d'écrire son premier roman, qui ne pourra jamais malheureusement voir le jour. Ça va être le seul écrit qu'on aura de ce jeune homme qui, je pense, je sais rien en fait, j'allais dire a une écriture flamboyante, mais j'en ai aucune idée, je sais pas pourquoi je dis ça. En tout cas, il y a 9 nouvelles dans ce roman, et j'ai très hâte de les lire. Pas dans ce roman, dans ce recueil. Et enfin, Mon enfance tout feu tout flamme, histoire ébouriffante de Jeanne d'Arc, écrit par Michel Douard, aux éditions Erol, dans la collection romans d'histoire pop. Il y en a 3 pour l'instant, Pasteur, Jeanne d'Arc, et je ne sais plus qui est le troisième. Ce sont des biographies romancées de ces grands personnages. Donc moi j'ai pris Jeanne d'Arc, parce que j'adore le orange, et franchement je trouve qu'il y a un travail éditorial avec cette peinture plus ou moins classique, avec une typo orange fluo, et le jaspage qui est lui-même orange fluo. Enfin c'est pas un jaspage, c'est juste que la tranche est colorée. Là, on va se concentrer uniquement sur l'enfance de Jeanne d'Arc, donc on va pas du tout être dans son pèlerinage avec le roi pour aller jusqu'à la cathédrale, etc. On va être vraiment au moment où elle naît dans sa famille et toute son enfance. Avant, en fait, tout ce qui se passe avant ce qu'on connaît de Jeanne d'Arc, en gros.
Donc ça peut être très intéressant. Je l'ai acheté avec une carte cadeau que j'ai reçue à Noël au mois de janvier et je n'ai toujours pas lu. Donc voilà, ça est la pièce de Jonas Carlson. J'aimerais bien vraiment les lire en priorité, en tout cas les lire tout court au mois de février, parce que j'ai envie de lire les livres que j'achète. Aussi fou que cela puisse paraître. Ces deux petits services de presse pour remettre ma pile à lire de services de presse à zéro. Ces petits livres de moins de 200 pages pour participer au challenge Petit mois, petite lecture. Et peut-être, je ne sais pas vraiment à quelle vitesse je vais lire tous ces livres, donc peut-être d'autres romans plus tard, mais en tout cas là on parle déjà de 16 romans je crois, ou 17, ou 15, enfin, en tout cas une quinzaine de romans, ce qui est plutôt pas mal. J'espère que cette petite pile à lire vous aura plu. J'ai l'impression de parler beaucoup plus vite le soir que le matin quand je tourne mes vidéos, alors que pourtant j'ai ma journée de boulot dans les pattes. Ma foi. En tout cas, si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez envie de lire au mois de février, si vous avez déjà fait une petite sélection, si vous allez participer à un challenge. Je crois qu'il y a d'autres challenges au mois de février. En tout cas, voilà. On aime bien les challenges. Ça nous met un peu de piment dans notre vie de lecteur snob qui lit dans son coin avec son petit café ou son petit thé. Si vous avez envie de la faire voyager, vous pouvez la partager. Et si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? Je vous souhaite comme toujours d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes et d'être heureux.